Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Hebdo, votre référence dans l'actualité estivale sur les ondes de TVBL. Mon nom est Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice. Ce soir à l'émission, je me rends à Saint-Placide pour rencontrer Jean Kazimierczuk dans le cadre du vernissage de son exposition intitulée « Mon combat pour l'Ukraine ». Je découvre ensuite les rouages du grenier populaire à Saint-Eustache. Le Parti québécois est de passage dans les Basses-Laurentides dans le cadre de sa tournée économique. Je m'entretiens ensuite avec Tania Champoux au sujet du cocktail des lanternes organisé par le Centre Marie-Ève. Après vous, le Festival BD est de retour pour une 13e édition. Finalement, Alexis nous explique l'enjeu du végétarisme chez les jeunes. Bonne émission. Le 14 août dernier, à Saint-Placide, avait lieu le vernissage de l'exposition « Mon combat pour l'Ukraine », des œuvres signées Jean Kazimierczuk, artiste peintre résident à Oka. TVBL était sur place pour l'occasion. Je suis d'origine ukrainienne. Quand la guerre a éclaté, je n'ai pas été capable de rester indifférent. Quelques jours après qu'on a commencé à voir des images qui venaient du front, j'ai commencé cette gravure-là, que j'ai imprimé quelques semaines après le début de la guerre. Ça a été suivi de 3 autres. Ça s'appelle « Victime d'un sniper russe ». Il y a une vieille femme, il y a une femme avec son enfant et il y a un autoportrait qui s'appelle « Tous victimes d'un sniper russe ». Ensuite, j'ai commencé la série, j'en ai fait 20 gravures, en pigeant beaucoup sur Internet, sur les images qui ont noyé Internet. Je ne pouvais pas rester indifférent à toute cette histoire-là. Je ne suis pas né en Ukraine, je suis né au Québec, mais mon père était ukrainien, mes grands-parents l'étaient, et je ne peux pas rester indifférent à ça. J'espère que les gens ne resteront pas indifférents à ça. Voilà. À cause de la bourse du Conseil des arts, il fallait que je fasse d'autres gravures, des nouvelles gravures. Alors, j'ai décidé de faire des gravures sur l'Ukraine avant la guerre. Et là, c'est au lieu de les imprimer en noir, je les ai imprimés en couleur sépia, de manière à vraiment montrer que c'était dans le passé. Je me suis servi de photographies de famille, mon arrière-grand-père, mes grands-parents, mon père qui part au front, un autoportrait. Et encore, on a fait 2 autoportraits dans ces séries-là. Je suis tombé sur beaucoup d'histoires sur l'Ukraine. Tchernobyl, le massacre de Babin Yar, le massacre de l'Holodomor, c'est la famine que Staline a imposée à l'Ukraine en 1932-33, qui a tué plus de 5 millions d'Ukrainiens. Donc, tout ça, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de moi, ça. Comment vous pensez que ces œuvres-là vont résonner chez les gens? C'est sûr que c'est pas léger. Je parle pas de... c'est pas léger. Mais j'espère que les gens vont éprouver de la compassion pour ce peuple-là qui, depuis 3 ans et demi, souffre d'une guerre qui leur a été imposée par des despotes mégalomanes. Un vieux fou qui pense redonner à la Russie la gloire qu'ils avaient pendant la période soviétique. Ils n'ont pas compris que c'est fini, cette époque-là, qu'on est rendu ailleurs, que tout le monde est rendu ailleurs. Alors, il y a bien du monde qui n'ont pas compris ça. Depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, je dessine, je peins. J'ai arrêté pendant un bon moment parce que j'ai fait du cinéma pendant 40 ans. Mais même pendant que je faisais du cinéma, j'ai repris vraiment activement le dessin, la plume, et vers les années 1996 à peu près. Depuis ce temps-là, j'arrête pas. Je fais au moins un dessin par jour, quel que ce soit. Des fois, c'est pas bon, c'est pas grave. J'ai fait un dessin. Cette exposition-là est vraiment particulière. Moi, j'ai l'habitude de faire des choses un peu flyées. Mes peintures sont très éclatées. C'est du surréalisme pour enfants. Alors, il n'y a pas de... J'essaye que ça soit pas violent, j'essaye que ça soit... Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté de mes peintures à l'huile pour leurs enfants ou leurs petits-enfants.
Alors, c'est ça que j'aime. J'aime bien ça. C'est pas de la bande dessinée, mais presque. Et fait que c'est ça, ça m'amuse. Donc, ça sort complètement du cadre. Là, c'est rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Ça, c'est très sérieux. Je suis pas toujours sérieux. L'exposition sera présentée jusqu'au 30 septembre à la Maison de la Culture de Saint-Placide. Au Grenier populaire, magasin de biens de seconde main qui se spécialise dans l'accompagnement d'individus dans l'intégration vers le marché du travail, possède un fonctionnement bien précis pour remplir cette mission. Allons y jeter un coup d'œil. Le Grenier populaire, c'est une grosse bébite, en fait. On est une entreprise d'insertion sociale et d'économie sociale, ce qui signifie que d'un côté, on a des plateaux de travail où on permet à des gens de venir se réinsérer sur le marché de l'emploi. Donc, on a différents plateaux de travail qui sont ouverts. Ici, vente et service à la clientèle en magasin. On a la gestion du tri également. Donc, tous les dons qu'on reçoit sont forcément triés. Donc, on a des trieurs qui font ce travail-là. En manutention, qui est en arrière du magasin que vous allez voir tantôt, où on gère là, tous les gros meubles électroménagers. Donc, il y a un plateau de formation là et un autre plateau de formation qui est entretien ménager et entretien du bâtiment. Ils mettent directement les mains à la pâte. Là, il y a des formations théoriques qui sont offertes par des formateurs, des assistants formateurs. On a un encadrement, avec des intervenants psychosociaux également. Donc, ils travaillent ici à temps plein, 35 heures semaine. Certains, en fait, peuvent travailler également à temps partiel. Donc, c'est vraiment un emploi régulier où ils apprennent leur métier tout en étant encadrés à l'intérieur, finalement, de leur programme de formation qui dure 6 mois. Notre deuxième mission, c'est le volet environnement social. Donc, dans le fond, c'est ça, on reçoit des dons d'un petit peu partout qui sont automatiquement triés. Tout ce qui est en magasin est forcément revendable et encore utilisable. Donc, on les vend à très petit coût et c'est recherché autant par des personnes qui sont financièrement dans le besoin ou même des collectionneurs ou monsieur, madame, tout le monde qui veulent faire attention à l'environnement. On a, je vous dirais, 70 000 items à peu près qui sont vendus à travers l'année. Donc, c'est des tonnes et des tonnes d'items qui ne vont pas à l'enfouissement. Bienvenue au Grenier populaire. On est bien content de vous recevoir aujourd'hui. Dans le fond, les journées, comment ça se passe ici, c'est on arrive, on regarde qu'est-ce qu'il y a à faire, on enligne les gens, on accompagne les gens parce qu'on a un volet de formation. Fait que le but, c'est vraiment d'assurer un suivi avec les formateurs, les assistants formateurs pour l'accompagnement de nos participants. On a 21 emplois permanents, mais on peut avoir jusqu'à 20 employés en formation. Mais évidemment, le Grenier populaire ne survit pas sans ces emplois en formation-là. Donc, notre mission, c'est de les former, de les accompagner le mieux qu'on peut pour pouvoir réussir là, à poursuivre notre mission dans le temps. Là. Donc, on mise vraiment sur la formation des employés pour pouvoir réussir là, au quotidien. C'est en optimisant là, chaque pied carré qu'on a, en travaillant avec nos emplois en formation aussi à la compréhension de l'environnement de travail. S'assurer qu'il n'y a pas de perte de temps, s'assurer que tous les items qui passent dans notre chaîne de production, mais ils sont valorisés à leur juste valeur, qu'ils ne sont pas perdus nécessairement. Donc, c'est d'envoyer le moins possible à Renaissance, d'essayer d'avoir un flux continu là, au Grenier populaire. C'est juste magnifique. On voit des gens ici pendant 6 mois évoluer dans notre quotidien. On en voit plusieurs par année. Moi, ça fait 5 ans que je suis ici. J'ai moi-même fait partie de ce parcours-là qui m'a aidé dans mon cheminement professionnel. Donc, c'est vraiment là, incroyable de pouvoir accompagner ces gens-là dans cette belle mission-là. Dans une mission aussi qui est environnementale au bout de la ligne. Puis on s'entend qu'en 2025, c'est quand même un point central là, des discussions du jour. Donc, c'est encore plus magnifique de pouvoir intégrer ces valeurs-là à ces employés-là. Depuis que je suis arrivé au Grenier populaire, ma mission, c'est vraiment de faire perdurer cette mission-là. Étant donné que j'ai fait partie de ce volet de formation-là, de pouvoir redonner aux autres ce que j'ai pu recevoir, c'est vraiment mon but en étant ici. Donc, avec le travail que je fais aujourd'hui, j'aide le Grenier à évoluer grandement au quotidien. Donc, évidemment, ça, c'est pour perdurer dans le temps, pour pouvoir offrir ce service-là à encore plus d'emplois en formation là, durant les années à venir. On a une subvention salariale qui nous aide à payer en fait les employés en formation et les employés permanents qui encadrent. Et tous les revenus du magasin, ça permet tout le fonctionnement en fait du Grenier populaire. Donc ça contribue bien évidemment à la masse salariale, également au loyer, puis à toutes les autres dépenses qu'une entreprise doit faire. Mais c'est automatiquement réintégré là, pour le fonctionnement du Grenier populaire. On est très bien connus, là, ça fait quand même 35 ans qu'on est établi à Saint-Eustache, donc les gens nous connaissent. On a des ententes avec les villes, donc les villes font la promotion également de nos services, parce qu'on fait des collectes à domicile dans les villes avec qui on a des partenariats. Donc c'est un peu comme ça, je pense, que le Grenier populaire a fait sa place à travers les années.
Donc, au niveau des collectes à domicile, on a 5 villes avec qui on est partenaire, puis c'est au-dessus de 600 collectes à domicile qui ont été réalisées l'année passée. Plus de 4700 meubles, finalement, qui ont été revalorisés et vendus. On a eu là-dedans 200 électros qu'on envoie à Gorecyc. C'est un partenariat qu'on a également avec eux autres et on en a vendu autant. On a eu plus de 10 000 kilos de serpillariens, 3 000 appareils électroniques, donc des petites bouilloires, des petites cafetières, des grille-pains, ce genre de petits électros. Plus de 70 000 morceaux de linge qui ont été revalorisés. Donc, encore une fois, c'est pas jeté. Puis, on sait que le linge, c'est le deuxième plus grand polluant au monde. Donc, on est très content de ça. Donc, on répond vraiment à un large type de clientèle. Le 14 août dernier, Pascal Paradis, député du Parti québécois dans Jean Talon, était de passage à Saint-Jérôme dans le cadre de sa tournée économique en tant que porte-parole en matière de PME et d'allègement réglementaire. Nous nous sommes entretenus avec lui pour en savoir plus. Depuis plusieurs mois, je suis à la rencontre des gens d'affaires, des organisations, des parties prenantes dans le développement économique des régions du Québec pour les écouter, pour comprendre quelles sont les réalités, pour développer les meilleures positions possibles dans notre rôle actuellement de parti d'opposition à l'Assemblée nationale, mais aussi dans le développement de notre programmation qui va être très centrée sur les PME. Pour nous, c'est ça, la colonne vertébrale de l'économie québécoise et qui va être notamment centrée sur les PME et les PME régionales, donc l'économie locale. Pour nous, ce sont des rencontres très importantes, donc pour nous permettre de comprendre les réalités un peu partout au Québec. Malgré un climat économique québécois difficile, M. Paradis se voit plein d'espoir pour la suite. Il y a un mélange de confiance et c'est beau aussi de voir l'esprit d'entrepreneuriat qui est là, plus vivant que jamais dans toutes les régions du Québec. Partout, là, je rencontre des gens passionnants et passionnés qui nous racontent leurs idées, comment ils ont fait pour bâtir leur entreprise, comment ils entrevoient le développement. Donc, il y a beaucoup de ça et je tiens à le mentionner parce que c'est très encourageant pour l'avenir économique du Québec. À la suite de ces discussions avec plusieurs entrepreneurs de la région, M. Paradis affirme que la même difficulté revient, soit la lourdeur administrative croissante. De l'autre côté, il y a tout ce contexte international, la guerre commerciale avec les États-Unis ou que nous a déclenché les États-Unis, un contexte de coût de la vie, de coût d'opération qui augmente. Beaucoup de préoccupations aussi relativement à cette lourdeur administrative qui s'est amplifiée dans les dernières années. Les entrepreneurs, les organisations partout au Québec nous disent « mais c'est devenu impossible, on passe notre temps à remplir des rapports, de la paperasse. Puis les gens questionnent beaucoup l'utilité de ça. » Donc, ce sont des indications sur ce que le Parti québécois entend faire pour réduire le fardeau administratif et aussi le fardeau fiscal des PME, alors très riche en enseignements pour nous. D'abord, plein de rencontres tellement extraordinaires. J'ai visité des usines, j'ai rencontré des entrepreneurs dans leurs entreprises. Donc, j'en ressors tellement encouragé pour l'économie des Laurentides parce qu'il y a beaucoup de dynamisme. Et aussi, donc, ces mêmes questions qui surgissent. Les gens s'interrogent sur ce qu'on va faire, ce que notre gouvernement entend faire dans le contexte économique difficile qu'on traverse. Et il y a encore quelques minutes, les gens me parlaient de la même chose, de cette lourdeur administrative, de cette difficulté à interagir avec le gouvernement. Je pense qu'il y a une fatigue là, par rapport à ce qui se passe actuellement avec l'action gouvernementale qui n'accompagne pas assez les PME, qui s'est trop concentré sur les multinationales, sur l'aide aux multinationales. Vous savez, nous, on le dit à l'Assemblée nationale, on le dit dans les médias, mais les gens d'entreprise, les gens des PME dans les régions, c'est ce qu'ils nous disent aussi parce que c'est ce qu'ils ont ressenti. Alex Boissonneau, député péquiste, a remporté les élections partielles dans la circonscription d'Arthabasca le 11 août dernier, empêchant par le fait même le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, d'accéder à l'Assemblée nationale. Une extraordinaire victoire. Donc, Alex Boissonneau va être un représentant exceptionnel pour les gens de sa région, notamment des gens du milieu d'affaires, notamment des PME, parce qu'il s'est beaucoup adressé à eux. Il aura beaucoup rappelé donc cette volonté du Parti québécois de demeurer et d'être encore plus le parti des PME en région. C'est très encourageant. J'étais à Québec le lendemain de la victoire de retour dans ma circonscription. Le nombre de personnes qui m'ont arrêté avec le grand sourire pour nous féliciter, ça a été la même chose ici aussi, dans les rues des Laurentides. Donc, on est très heureux, puis ça nous incite à continuer à travailler encore plus fort en vue donc des élections générales qui s'en viennent en 2026.
À l'approche des élections provinciales du 5 octobre 2026 à travers le Québec, le Parti québécois continue d'être en tête dans les projections, suivi de près par le Parti libéral du Québec. Le 4 septembre prochain aura lieu le Cocktail des Lanternes, un des événements annuels de levée de fonds les plus importants pour le Centre Marie-Ève. J'ai pu en discuter avec Tania Champoux pour en savoir davantage. La mission du Centre Marie-Ève, c'est vraiment simple. Dans le fond, c'est on accompagne la femme enceinte ou la maman qui a des enfants 0-2 ans. Donc, peu importe son statut, peu importe la situation financière, peu importe quoi, tant qu'elle est une femme enceinte ou une maman d'enfants 0-2 ans dans les Basses-Laurentides. On offre des ateliers, des visites à domicile, suivis psychosociaux, répit également et du dépannage matériel pour toutes les familles. Donc, vraiment, sont toutes là pour elles. Puis, certains ateliers divergent, par exemple, selon le point de service dans lequel la subvention elle est ou la demande de projet, évidemment. Bien, en fait, les besoins sont quand même assez différents. C'est surtout pour briser l'isolement, premièrement. Tu sais, quand on est enceinte, on est des fois en arrêt de travail, puis le temps commence à être long. Tout le monde continue leur vie un peu ici et là. Fait que autant le congé de maternité que la grossesse est un moment où est-ce que tu as besoin de créer des nouvelles amitiés, d'apprendre un peu plus aussi sur la maternité, qu'est-ce qui va se passer. Des fois, c'est le premier, des fois, c'est le 5e. Ça dépend. Tout le monde peut venir. Il n'y a pas de problème que ce soit le premier ou le 5e. Mais c'est ça. C'est souvent de créer des nouvelles amitiés pour briser l'isolement, pour être en mesure de trouver des outils aussi, d'être un nouveau parent ou d'avoir des habiletés parentales nouvelles. Donc, vraiment, c'est ça qu'on vient chercher ici. Puis, des fois, c'est d'atteindre des objectifs, d'avoir un soutien, des pressions postpartum. Des fois, c'est avoir du répit aussi au niveau de l'éducatrice à la petite enfance, qui va offrir du répit à la maman pour qu'elle se repose, des fois prendre une douche tranquille, aller à l'épicerie, dormir. Fait que c'est vraiment pour alléger un petit peu le quotidien aussi de ces mamans-là. Cette année, c'est une nouveauté parce qu'on est toujours à la recherche de comment pouvoir augmenter la visibilité aux contributeurs qui décident de nous soutenir ou aux donateurs. Donc, cette année, on est allé avec une campagne majeure de financement qui va durer du 4 juin au 4 septembre. Au début, le but était vraiment d'allumer 463 lanternes pour les 463 mamans qu'on a aidées durant la dernière année. Et elles ont toutes trouvé preneur, en fait. Fait que le premier objectif de la campagne a été atteint. La campagne, c'est en plusieurs volets. Donc, on avait justement allumé la lanterne à 5 $ pour toutes les mamans qu'on aide. Ensuite, on a notre encamp virtuel qui se déroule du 28 août au 4 septembre et qui se termine au Cocktail des Lanternes le 4 septembre. Donc, tous ces événements ont lieu durant la campagne majeure, qui permet d'aller chercher la majorité de notre argent en levée de fonds durant notre année parce que les mamans sont aidées gratuitement. C'est quand même 1300 mamans et enfants dans une année au Centre Marie-Ève. Donc, ça prend beaucoup de sous. On paye nos accompagnatrices, le matériel, les locaux, tout ça. L'événement comme la campagne majeure nous permet d'aller chercher une bonne partie en dons pour continuer de rester gratuit dans tous nos services. Et le cocktail, cette année, chaque année, on change de MRC, en fait, pour essayer de couvrir l'entièreté de nos territoires desservis. Cette année, c'est à la Maison du citoyen de Saint-Eustache, le 4 septembre prochain. C'est toujours sous une formule 6 à 8. Et durant la soirée, on a la chance de voir des témoignages aussi, parfois des mamans. Cette année, il y a une petite nouveauté aussi concernant les témoignages. L'encamp est également disponible. On les installe tous sur une table. Les gens peuvent voir tous les prix qu'on a. C'est vraiment aussi une soirée de réseautage. Donc, on a des gens de tous les milieux, des affaires, du municipal, des provinciales, fédérales, qui viennent nous soutenir durant notre grande soirée. C'est vraiment là qu'on peut montrer à tout le monde qu'est-ce qu'on fait durant cette belle soirée-là. Donc, l'achat des billets se fait directement sur notre site Internet. Puis, c'est vraiment aussi une soirée pour montrer le soutien à l'organisme puis à l'importance de ce qu'on fait dans la communauté. Bien, c'est sûr que plus qu'on a de visibilité puis plus que le centre est connu, plus on va aller chercher les mamans, en fait, se faire connaître l'organisme, parce que c'est vraiment ouvert à toutes les mamans. Puis nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse nous connaître. Puis s'ils ressentent le besoin un jour de venir briser leur isolement ou trouver des nouvelles amitiés ou juste de venir apprendre des nouvelles choses, on a tellement d'activités différentes. Donc, c'est vraiment ça, notre but, c'est de se faire connaître aussi auprès des mamans. C'est sûr que des événements de levée de fonds, c'est important pour avoir des sous, mais notre but, c'est toujours d'être accessible à toutes les mamans. On en a plein qui nous disent hey, « on vous connaissait pas, puis on était à côté, il est trop tard, mes enfants sont rendus trop plus vieux. » Mais ça fait 43 ans qu'on existe, ça fait 43 ans qu'on prouve notre nécessité justement dans la communauté. Donc, pourquoi pas se faire connaître encore plus avec ce genre d'événement-là pour être encore plus présente pour les mamans. Pour nous rejoindre, c'est quand même assez facile. Soit notre page Facebook, nous écrire un message, soit aller sur notre site Internet, voir les activités qu'on offre ou directement nous appeler à notre numéro de téléphone là, au 450-491-1494. Puis dans le menu vocal, dans le fond, il y a les différents points de service auxquels elle pourrait aller selon la région qu'elle habite. On souhaite davantage de mamans, mais qui viennent vraiment parce qu'elles ont envie d'être ici, pas nécessairement parce qu'elles ont un souci ou un problème. On souhaite également plus de problèmes de financement.
avoir un financement à la hauteur de ce que le centre mérite, mais aussi pour qu'on puisse vraiment aider toutes les mamans à la hauteur des besoins. Vraiment d'être capable d'avoir les accompagnatrices, le nombre d'accompagnatrices qu'on a besoin réellement, qu'on soit plus dans les listes d'attente, avec la qualité de répondre à l'ensemble du besoin. Les 16 et 17 août dernier avait lieu la 13e édition du Festival BD de Prévost où BDistes, auteurs, illustrateurs et mordus de BD étaient au rendez-vous. TVBL était sur place pour l'occasion. En fait, c'est un événement qui est unique dans les Laurentides, qui présente de la BD québécoise en très grande majorité. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est de démocratiser le 9e art, de sensibiliser la population aussi à la BD. C'est un style littéraire à part entière, donc c'est ce qu'on fait ici. Puis on accueille les gens, on est de bonne humeur, puis on a du fun. Chaque année, on essaie toujours d'avoir des nouveaux auteurs, on essaie d'avoir des nouvelles animations. Donc cette année, on a ramené BD 3D qui est ici. À l'intérieur, on a aussi le jeu d'évasion virtuelle et le parcours de l'agent Jean que les gens peuvent compléter, qui sont deux nouveautés grâce à l'entente de partenariat régional avec Tourisme Laurentide et le gouvernement du Québec. Moi, je suis animateur 2D de formation. Puis j'ai tout le temps rêvé de faire de la BD. Dans mes bandes dessinées, en fait, je mets les deux choses que j'aime le plus, les cartoons, les arts martiaux. Donc on a un ours polaire dans cette histoire-là qui fait des arts martiaux. C'est ma première BD. Là, la deuxième est sortie dans la même collection et il y a le tome 3 qui va s'en venir éventuellement aussi. Notre approche, c'est vraiment l'accueil du BDiste. Donc, on veut que nos invités se sentent vraiment chez eux, se sentent accueillis, se sentent bien. Donc, ils sont ici les 2 jours. Ils dédicacent pendant 6 heures par jour, les 2 jours. On est assez unique au Québec, là. Ça se passe un peu plus comme ça en Europe, mais au Québec, on est les seuls à fonctionner comme ça. Donc, les festivaliers aussi vont ressentir cette chaleur-là, ce côté accueillant, ce côté sympathique. Tous les autres festivals, c'est comme, ça existe, c'est cool, c'est super. Mais celui de Prévost, ça représente comme gagner les Olympiques de la bande dessinée. C'est ça que c'est pour moi. Ça vaut vraiment la peine d'être là, puis je suis content qu'il y ait autant de personnes qui viennent me rencontrer, puis que je peux signer les BD et faire des dessins dedans. C'est extraordinaire. Quand le festival se termine, on est déjà en train de préparer la prochaine édition. Donc, les 6 premiers mois, c'est un petit peu plus tranquille, on va dire. De janvier au mois d'août, on est presque là-dessus à temps plein. Cette année, c'est Jessica, ma collègue, qui l'a mis sur pied. Puis, elle a fait un travail fantastique encore une fois. Nous, on invite les BDistes directement. Donc, on a un répertoire, on les invite à la pièce, ils soumettent leur candidature, puis là, on y va avec qui a des sorties récentes, qui on n'a jamais vu. On essaie d'avoir un équilibre entre les nouveaux invités, ceux qui sont là depuis longtemps, entre les artistes qui sont un petit peu plus émergents, un peu plus de la relève, entre ceux qui sont bien établis. On essaie d'avoir du monde qui sont auto-édités, du monde qui sont publiés et édités par des maisons d'édition. Donc, on essaie vraiment d'avoir une variété, des auteurs jeunesse, des auteurs qui sont un petit peu plus pour les adultes. On s'est rendu compte à la bibliothèque, en fait, que les parents disaient souvent aux jeunes, emprunte un vrai livre. Mais une bande dessinée, c'est un vrai livre. Il y a 1 an de travail derrière ça. C'est de l'art visuel et de la littérature. Donc, en rendant le lien aussi facile, bien là, les gens peuvent discuter avec les BDistes puis voir c'est quoi de la bande dessinée, voir qu'il y a vraiment un travail derrière tout ça. Puis même s'il y a moins de mots que dans un roman, bien, le jeune, il y a un livre entre ses mains puis c'est ça qui est important. On prend toutes les idées, on les met dans un grand chapeau, on brasse, on ressort et là, on a un texte de déjà écrit, ça s'appelle le scénario. Une fois qu'on a pris le scénario, on prend des ciseaux, on découpe ça un peu n'importe comment, on rebrasse juste un peu, on regarde ce qui est meilleur. Et là, on a ce qu'on appelle le découpage. En BD, c'est l'étape avant de commencer à faire le dessin. Je travaille dans le milieu du dessin animé. Moi, j'aime les trucs qui sont rigolos, qui sont fun, qui sont absurdes. Puis je pense que, justement, dessiner des choses qui sont le fun, ça fait que la vie est le fun aussi. Si je faisais des trucs trash et malheureux, j'ai l'impression que je serais malheureux. Donc, j'ai choisi le cartoon parce que ça donne une énergie qui est différente puis qui est vraiment ce que j'essaie de rechercher dans la vie. Il y avait une édition quand je suis arrivée, puis là, on a changé de lieu, on a déménagé dehors, on a grandi tranquillement, pas vite. Donc, tu sais, c'est le même principe qu'avoir un enfant. Tu le vois grandir, puis tu le vois devenir plus autonome, puis c'est un peu magique. Bien, on souhaite qu'ils vivent encore des multiples éditions, qui continuent de grandir, qui continuent de répondre autant aux festivaliers qu'aux BDistes, que les BDistes se sentent toujours aussi bien accueillis, aussi. Bonjour Alexis, de quoi tu nous parles cette semaine? J'ai décidé de venir vous parler du végétarisme chez les jeunes. Donc, qu'est-ce qui pouvait guider les jeunes à adopter cette alimentation-là dès leur plus jeune âge? Justement, des questions éthiques, sociales, environnementales et parfois même économiques. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer ce choix-là à n'importe quel âge de notre vie et je voulais en parler un peu.
Et c'est quoi ça exactement, le végétarisme? Dans le fond, le végétarisme, c'est d'éliminer toute protéine animale de notre alimentation. Mais dans le fond, il y a certaines personnes qui n'excluent pas le fait de manger de temps en temps de la viande aux occasions spéciales, par exemple lorsqu'ils sont invités chez des personnes pour pas compliquer la vie aux invités, etc. Donc oui, c'est éliminer la protéine animale. Donc, généralement, cette alimentation-là, on exclut tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est poisson, tout ce qui est viande, mais on peut tout de même manger tout ce qui est fromage, lait et œufs. C'est bien ça? C'est bien ça. Et ça, c'est un autre niveau, dans le fond, c'est le véganisme. C'est où est-ce qu'on exclut tout ce qui provient d'un animal, indirectement ou directement. On peut penser au lait, au miel, aux œufs, par exemple. Très intéressant. Et justement, tu dis que les jeunes ont tendance à adhérer à ce genre d'alimentation-là, plus précisément le végétarisme. Oui, absolument. Je pense que dans notre société d'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés aux enjeux des changements climatiques et devenir végétarien, ça économise beaucoup de CO2, donc beaucoup de GES. Et je lisais que l'élevage de bétail dans le monde entier, ça représentait de 10 à 15 de GES sur les émissions totales de l'être humain. Donc, c'est significatif. Et si on est capable, en tant que société, de diminuer ça, on pourrait vraiment avancer dans la bonne direction en termes de changement climatique. Et généralement, justement, de devenir végétarien, ça baisse de combien de pourcents de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau annuel? Est-ce que tu le sais? Oui, je lisais que un consommateur de viande moyen, donc ça dépend de quelle viande il consomme et à quelle fréquence, c'est sûr, c'était entre 0,9 tonnes et 2 tonnes de CO2 économisés. En comparaison, la voiture, par année, ça émet 5 tonnes. Donc, c'est très significatif. Bien sûr, ça dépend de plein de facteurs, assurément. Et ces statistiques-là, ça démontre que juste baisser ne serait-ce qu'un peu notre consommation de viande, ça peut avoir un immense impact. Ça reste que tout de même beaucoup de gens qui ont des réticences au niveau du végétarisme, notamment avec l'idée de manquer de nutriments, plus précisément manquer de protéines. Est-ce que c'est quelque chose de réel, ça? C'est sûr que ça existe dans la tête des gens, mais c'est pas nécessairement réel tant et aussi longtemps qu'on réussit à compenser avec des protéines végétales équilibrées, variées, pour justement accomplir ces besoins de nutriments-là dans notre corps. Et comme tu disais, justement, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur comme mouvement. Justement, il y a de plus en plus de végétariens. Selon toi, c'est quoi justement, c'est les facteurs environnementaux, tu l'as mentionné, mais qu'est-ce qui précisément crée l'espèce de changement pour les jeunes, en fait? Mais je pense qu'on sait où est-ce que le monde s'en va avec les changements climatiques et on sait qu'il existe des solutions et ça en fait partie, justement, changer son alimentation durablement. Il n'y a pas seulement les facteurs écologiques qui rentrent dans la balance, mais aussi l'économie, notamment l'économie parce que les protéines végétales sont moins chères que les protéines animales, notamment le steak ou le PVT. C'est vraiment des comparatifs où est-ce que c'est des économies. Et sinon, il y a aussi les facteurs éthiques, donc socialement parlant. Est-ce qu'on veut élever des animaux dans le but de les tuer pour les manger par ensuite? Donc, je pense que des gens, des fois, ils rentrent dans cette balance-là et là, ils comparent et là, ils se disent, est-ce que ça vaut vraiment la peine de manger mon steak? Tant qu'il y a des alternatives. Et des fois, je connais beaucoup de monde qui ont ça, c'est qu'ils n'aiment pas du tout la viande. Donc, ça n'a jamais été une question, je n'aime pas la viande, je ne vais pas en manger. Je vais pas commencer à me questionner sur le végétarisme. C'est pas quelque chose que j'aime. Bien, je suis végé. Très intéressant. Et selon toi, en voyant justement l'état de la situation, est-ce que tu crois que justement l'espèce de mouvement justement de végétarisme va continuer à prendre de l'ampleur et va continuer à s'adresser majoritairement aux jeunes? Oui, je pense que ça devient à la mode et au fur et à mesure que ça avance, il y a plus en plus de gens qui adhèrent au végétarisme. Et je pense qu'il y a plein de monde qui développe d'autres protéines végétales de plus en plus performantes, de plus en plus qui ressemblent à la viande, quasiment qui ont le même goût des fois, mais qui sont de plus en plus efficaces pour combler notre corps, nos nutriments. Je pense au soya, par exemple, et oui, c'est des bonnes alternatives à la viande. Donc, je pense que les solutions sont là. Je pense qu'il faut juste aller de l'avant et décider de faire le saut. Très intéressant tout ça. Mais merci beaucoup, Alexis, pour ce point de vue-là. On se reparle la semaine prochaine pour le dernier épisode déjà. À la semaine prochaine! Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de l'Hebdo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Rendez-vous le 27 août prochain, 19h, pour la dernière émission de la saison. Et oui, déjà. À la semaine prochaine.